Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, je vais clore la saison 1 de l'épreuve coronavirus et vous parler de la suite. J'ai pu interviewer 8 DG d'entreprises allant de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à 54 millions d'euros, des entreprises de 7 personnes en coopérative à plus de 500 en SARL ou en SAS, des entreprises qui ont dû fermer leurs restaurants, leurs salles de sport du jour au lendemain, d'autres qui ont pu télétravailler dans toute l'Europe, ou encore des usines qui sont restées actives en mettant en place les bonnes règles de sécurité. Ces DG d'entreprises que j'ai pu interviewer étaient situés à Paris, Saint-Étienne, Toulouse, Châtellerault, avec des équipes dans toute l'Europe parfois. On a parlé industrie, restauration, urbanisme, sprint créatif, fitness, développement durable, bien-être au travail, facture d'énergie, réparation high-tech. Et surtout, on s'est posé des questions dans cette saison 1. Comment les DG et leur équipe ont-elles fait face à cette épreuve ? Comment concilier télétravail et garde des enfants ? Quelles innovations mettre en place pour pouvoir rémunérer tout le monde ? Quelles règles de sécurité quand on est dans une usine ? Comment conserver sa santé mentale dans ce contexte éprouvant ? Comment continuer à travailler quand le confinement interdit toute réunion physique alors que c'est le cœur du métier ? Comment réduire les dépenses inutiles tout en saisissant les opportunités de développement commercial ? Est-ce que le télétravail mis en place est efficace ? Est-ce qu'on va le conserver après ? Toutes ces questions et bien d'autres ont été posées dans la saison 1. Avec en plus des épisodes spéciaux, dont un kit de résilience pour vous aider à protéger votre business aujourd'hui tout en préparant la croissance future. Dans ce dernier épisode de la saison 1, je vous emmène faire un tour d'actualité de ces 8 DG. Que s'est-il passé depuis l'enregistrement ? Que s'est-il passé depuis le confinement ? Et je vous parlerai de la suite de ce podcast. Commençons avec Jean-Marc Neveu, qui a inauguré le début de cette saison 1. Il est DG de CDA Développement et de Ardatech, usine de plasturgie dans la Vienne et en Vendée. Donc nous, on va attaquer la 10e semaine de confinement dans l'entreprise, puisqu'on n'a jamais arrêté de travailler. Aujourd'hui, on est à 100% de l'effectif sur l'ensemble des 4 structures, à la fois celle de Châtellerault, celle de Vendée. Ce qui s'est passé depuis le démarrage, c'est qu'on a mis en place des mesures barrières, en fait, qui ont évolué au cours du temps. Et aujourd'hui, on est vraiment au point par rapport à ce travail, on va dire, de travailler en confinement avec les gestes barrières qui ont été revus, corrigés, adaptés aux situations. Et donc, tous les salariés pensent qu'ils sont en sécurité et peuvent exercer correctement leur travail. Ce qu'on a changé, c'est bien sûr l'adoption des masques comme on était en proximité, comme on n'avait pas de masques auparavant. Là, on a pu avoir des masques, donc on les utilise fréquemment. On a généralisé en fait aussi les procédures liées au cas où un d'entre nous serait atteint par le Covid, c'est-à-dire qu'on a mis en place des procédures. On a mis en place aussi des procédures de nettoyage, d'ouverture de portes, de conditions de réunion. Enfin, on a revu l'ensemble de nos process par rapport à cette maladie-là. Voilà. Donc, c'est quelque chose de continu et c'est quelque chose, à mon avis, qui va continuer au fil du temps. Là, la prochaine étape, ce serait de comment on accueille des personnes de l'extérieur, puisque là, pour l'instant, on reste en confinement dans l'entreprise. Comment on accueille des personnes de l'extérieur dans l'entreprise pour faire des réunions de travail, sachant que aujourd'hui, on travaille essentiellement la totalité du temps en visioconférence. Alors, donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. La conséquence de ça, c'est que on est extrêmement fatigué parce que travailler sous contrainte comme ça, c'est extrêmement peu naturel. Ça nécessite une attention, on va dire, continue par rapport aux gestes barrières, par rapport aux attitudes qu'on peut avoir. Et puis, en plus, on est moins efficace, c'est-à-dire qu'on est moins dans le continu puisqu'on fait plus attention, en fait, à conditions sanitaires qu'on faisait avant. Donc, vraiment, c'est bien plus fatigant d'un point de vue charge physique et charge mentale. Jean-Marc ici parle de fatigue, et c'est vrai que je l'ai entendu dans plusieurs entreprises. La fatigue sur la durée, c'est difficile même après le déconfinement. Voyons comment Jean-Marc a aidé ses équipes. La première des choses, c'est en parler, se dire que comment on peut se reposer un peu, quels seraient les temps où on peut se reposer. Pour la semaine prochaine, donc on fait tous les ponts du mois de mai. Et puis on aménage parfois les horaires pour ceux qui veulent soit prendre un peu de détente, soit partir en congé, prendre des jours de congé pour pouvoir justement se reposer.
Sachant qu'avant, ils étaient en mode confiné de chez eux aussi, donc ils ne pouvaient pas extrêmement se reposer. Et là, la situation change un peu, donc ils vont certainement pouvoir profiter un peu de l'extérieur. Et je pense que ça va faire du bien aussi à l'intérieur de ça. Ce que remonte l'ensemble des salariés, c'est quand même leur crainte par rapport à l'extérieur où ils pensent que les gens ne sont pas habitués à travailler en mode barrière, ça c'est sûr. Et puis, il y a des gens qui respectent pas en fait les gestes barrières et donc qui peuvent introduire chez nous des risques potentiels. On est dans une usine, donc on peut gérer l'interne, mais après, comment les gens interagissent avec nous, ça c'est une vraie question. J'ai ensuite échangé avec Jean-Marc sur la situation financière et le carnet de commandes, qui était bien rempli en début mars. Il y avait de l'incertitude. Voyons où ça en est. Pour notre carnet de commandes, ce que j'avais déjà dit, c'est qu'il n'y a eu aucune annulation de commandes par rapport à notre portefeuille de commandes, que ce soit dans le domaine industriel aéronautique, que ce soit dans le domaine industriel automobile ou électronique ou électrique. On n'a pas eu d'annulation là-dessus. On a même eu une augmentation sur la partie médicale puisqu'on fait des pièces qui rentrent dans les respirateurs. Et donc, de ce côté-là, on a eu une augmentation de charge. Qu'est-ce qu'on peut dire 9 semaines plus tard? 9 semaines plus tard, on peut dire qu'on n'a pas, dans le domaine aéronautique, pris de nouvelles commandes. Aujourd'hui, le domaine aéronautique est en phase de grande restructuration charge-capacité. Et pour le coup, ils font un état des lieux avant de pouvoir relancer, si possible, des commandes. Donc ça, c'est clair que le secteur aéronautique est complètement à l'arrêt. Concernant les autres secteurs, notamment automobile, domaine électrique, ça s'est jamais vraiment arrêté. Mais on est sur des volumes qui sont extrêmement peu conséquents. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et par ailleurs, donc, je parlais de l'activité médicale avec les pièces pour respirateurs. On a aussi développé d'autres activités puisqu'on s'est mis à fabriquer des accessoires de protection type visière pour les CHU. On a fait don de pièces pour le CHU, pour les EHPAD. Et puis, on a développé des versions industrielles pour pouvoir protéger les salariés au moment des confinements et au moment de la reprise. Donc, on va dire, globalement, si on prend les chiffres, il n'y a pas eu de baisse pour nous, mais on va dire que ça s'est réorienté vers des marchés un petit peu nouveaux, un petit peu différents de ceux qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'il va y avoir, dans les semaines à venir et les jours à venir, un recalage de tous ces secteurs-là en fonction de la consommation, en fonction des mesures à la fois gouvernementales, européennes et internationales sur les marchés traditionnels que sont l'aéronautique, l'automobile ou le domaine électrique. Effectivement, beaucoup d'incertitudes dans ces domaines industriels, mais plutôt au positif pour le moment pour Jean-Marc Neveu et ses équipes. On avait aussi, dans cet épisode 1, échangé sur les partenariats que Jean-Marc mettait en place pour créer des masques, des pièces en plastique, voilà, pour aider le personnel de santé notamment. Voyons ce qu'il en est. Ça, c'était effectivement la lingerie indiscrète avec qui on travaille toujours, puisqu'on leur a fourni justement des visières de protection pour qu'elles puissent reprendre le travail dans de bonnes conditions. Elles, de leur côté, fabriquent des masques de protection. Et puis, ils nous donnent régulièrement donc en fait de la matière qu'on utilise et qu'on réutilise pour faire nos plastiques un peu hybrides, qui mêlent à la fois du textile usagé et puis des matériaux plastiques pour pouvoir faire des nouvelles applications. Et notamment, nous avons réalisé des visières qui mêlaient à la fois des textiles et des matières plastiques. Et donc, cette matière s'appelle le Plaxtil. Et aujourd'hui, ce Plaxtil, on le diffuse sous forme de visière et puis sur d'autres objets qui risquent de venir prochainement. Donc, j'invite à regarder la page LinkedIn Plaxtil sur les objets, on va dire, de protection face à la pandémie. Il se trouve qu'avec une amie, on a confondé une association qui s'appelle TIL Public, où nous aussi, on produit des masques, cette fois-ci avec des imprimantes 3D dans l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. C'était une association qu'on avait créée après l'ouragan Irma pour aider à des petites réparations, des petites huisseries, des poignées de porte avec des impressions 3D. Et là, avec le Covid, on a pu équiper toutes les écoles de l'île, en tout cas tout le personnel enseignant de l'île de Saint-Martin, ainsi que d'autres personnels qu'on a pu équiper et en lien avec la préfecture et les collectivités territoriale. Et toujours est-il qu'on a eu des questions sur la réglementation, la prise de risque que l'on prend, puisque c'est pas toujours homologué. Donc Jean-Marc, lui, a une approche plus industrielle avec les bons contacts. Et voilà comment ça se passe pour lui. À nous, ça s'est bien passé parce que c'est pas nous qui mettons directement sur le marché. Il y a deux structures. Il y a une structure qui s'appelle Domalis et une structure qui s'appelle Perform Industrie. Et eux, ils ont les habilitations pour tester et valider les visières pour la mettre sur le marché. Domalis s'occupe plutôt des EHPAD et Perform Industrie plutôt de la partie industrielle.
et toutes les deux valident en fait ces visières-là. Et enfin, j'ai abordé la question avec Jean-Marc de la sérénité. Quand j'avais interviewé pour l'épisode 1, je pensais trouver une usine un peu en détresse, et pas du tout. Les salariés étaient tous présents, impliqués, plutôt sereins. C'était un exercice comme les autres, m'avait dit Jean-Marc. Et il développe cette partie d'exercice dans le kit de résilience dans lequel il intervient et donne des conseils et un retour d'expérience. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir cet épisode kit de résilience. Et on a terminé justement sur... je lui ai demandé tout simplement, est-ce qu'il est toujours serein ? Ah oui, moi je suis complètement serein pour ma structure puisque on a bénéficié des mesures gouvernementales à la fois de report de charges, à la fois du PGE, du prêt garanti par l'État. Et puis voilà, on a une gestion saine de nos actifs. Donc on va dire d'un point de vue de la santé financière de l'entreprise, on n'a pas de risque majeur identifié. Voilà. Donc par contre la question va être de savoir si dans quelle mesure demain il va falloir réorienter un certain nombre de marchés, un certain nombre de choses. Et je pense que là où c'est plutôt rassurant, c'est qu'on assiste, nous, puisqu'on fait de la conception et fabrication en France, à des demandes importantes de la part de fabricants ou de start-up qui veulent lancer des produits, comme on va dire les visières notamment, mais d'autres produits aussi. Et je pense qu'il va y avoir une réintégration des développements de projets en France et en Europe. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour nos structures, puisque vraiment, c'est le cœur de notre activité de développer des solutions à base de plasturgie, bien sûr, mais dans des conditions de proximité et d'économie circulaire. Une belle actualité pour Jean-Marc Neveu et ses usines en Vendée et dans la Vienne. On va ensuite passer du temps avec Benjamin Combe, qui a été le deuxième invité. Lui a monté les ateliers durables pour s'occuper du bien-être des salariés en entreprise. Et il avait eu une perte de chiffre d'affaires quasi totale sur le mois de mars et en prévisionnel sur avril. Voyons comment il s'en est sorti. Mais donc au début, ça a été vraiment compliqué pour tout le monde. On a vu vraiment le chiffre d'affaires s'effondrer je pense qu'on était à 90% en moins sur le mois de mars. On a pu même obtenir l'aide gouvernementale là-dessus. Et puis petit à petit, voilà, on a vite réagi. On a vraiment mis en valeur nos offres qu'on avait d'ateliers en ligne. Et les clients ont commencé à revenir timidement à partir d'avril et en mai. Donc on a une baisse de chiffre d'affaires mais plus petite, quoi, de l'ordre de 20%. Et voilà, et on a vu petit à petit les clients revenir et nous interroger justement sur ce qu'on pouvait faire comme formation à distance. On a fait pas mal de formations d'ateliers sur des semaines complète pour les salariés qui étaient confinés chez eux. Donc ça faisait un programme avec par exemple comment bien se tenir devant son ordinateur quand on est chez soi, comment arriver à gérer la communication avec ses enfants quand on télétravaille, des ateliers aussi autour de l'alimentation, autour de la méditation ou des choses autour de la concentration, comment on peut rester concentré quand on est chez soi. Donc ça, c'est des formules notamment de semaines, autour de semaines bien-être confinées. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'était ça qui était demandé. Et finalement, les clients nous demandaient des choses plutôt légères, on va dire, et pas des choses un peu dures autour de voilà, écoute psychologique, etc. Non, ce qu'ils attendaient, c'était un peu de légèreté et pour voilà, soutenir les équipes, mais de manière positive. Par rapport à ce qui avait été anticipé au début du confinement, Benjamin a une bonne surprise. On a pas mal remonté, ouais, c'était la bonne surprise quand même, parce qu'on pensait que ça allait, ouais, qu'on allait davantage souffrir et finalement que, voilà, on a réussi à montrer qu'on pouvait faire des ateliers sympas à distance et ça nous a même incité à monter un groupe de travail spécifique là-dessus, là, sur lequel on va bosser les 3 prochains mois pour vraiment être au top sur la pédagogie en ligne. Avec Benjamin, j'avais eu l'occasion de passer du temps avec ses équipes sur leur première visio. Au début, ils se voyaient toutes les semaines. On était sur Google Meet à 4 et j'avais pu enregistrer des temps assez, je trouve, emblématiques de la période sur le télétravail et les enfants qui perturbent un peu tout cet équilibre. Ça a été très compliqué. Je dirais quand même sur toute la période ça a été difficile parce que voilà on est pas mal de jeunes parents sans solution de garde donc voilà il a fallu qu'on aménage nos temps comme on pouvait avec nos conjoints respectifs. Mais petit à petit on a réussi à trouver un petit rythme, une sorte de routine du confinement où on se faisait un point hebdomadaire le lundi à 15h parce que c'est l'heure de la sieste et qu'on arrivait à tenir cet horaire-là. Après, on évitait de se refaire de points en visio ou d'autres réunions de toute la semaine. Et le reste, on arrivait à le régler par des petits chats, des petits, de temps en temps un coup de fil, mais voilà, dans l'ensemble, tout se traitait plus ou moins plutôt par mail. Donc, en termes d'organisation d'équipe, on a réussi à tenir la durée. Voilà, c'était assez drôle. Moi, toutes les semaines, je faisais mon petit ordre du jour de la semaine en essayant de faire un petit clin d'œil à chaque fois sur le début de réunion. Allez trouver votre mot du week-end, commençant par un B ou amener votre objet du confinement, etc. Et voilà, chaque semaine, il fallait un peu renouveler pour pas justement tomber dans la déprime du on est coincé chez nous. Ce type de rituel, je l'ai retrouvé chez d'autres DG et on en parlera d'ailleurs en saison 2. Tout ce que les DG ont fait pour maintenir l'esprit collectif
pour créer de la dynamique, pour rendre les choses peut-être plus légères, en tout cas plus inclusives possible dans ces moments un peu spéciaux. Quand même de se voir tous les jours sur de la visio, un moment comme Lucille dans l'équipe de Flore avait envie de retourner au bureau. Donc il y a quand même des choses à créer et c'était intéressant que Benjamin en parle. On est aussi revenu sur le webinaire, puisque au moment où on l'interviewait, ils avaient eu l'idée très tôt d'organiser un webinaire, et voilà un peu ce qui s'est passé. Oui, alors on avait très vite eu l'idée de monter un webinaire pour mettre en avant un peu le côté pluridisciplinaire qu'on apporte avec une avocate, une spécialiste de communication non violente, une spécialiste du télétravail, qui tous pouvaient donner un avis sur et des conseils autour de c'est quoi aujourd'hui l'impact humain du coronavirus dans les organisations. Et ça a super bien marché. On a eu plus de 600 inscrits en une semaine qui sont venus voir cette conférence. Et puis ça nous a vraiment donné un peu confiance sur le fait qu'il y avait des vraies attentes des responsables RH et qu'il suffisait simplement d'être près d'eux et d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Donc c'était aussi un bon moment pour entendre les besoins des équipes. Et c'est là qu'on a d'ailleurs, à ce moment-là, qu'on a pu commencer à structurer l'offre en se disant, ok, il y a besoin d'un côté de soutenir les équipes, d'aider le collectif à maintenir la cohésion, et là on peut le faire par des ateliers à distance. Il y a besoin d'aider les individus qui sont en souffrance, et là on peut le faire par peut-être des téléconsultations. Et puis il y a besoin aussi d'aider des personnes qui ont un temps libre disponible pour pouvoir peut-être monter en compétence sur certaines choses. Et donc là on a proposé des formations plus longues. Donc c'était bien ce webinaire parce que ça nous a permis un peu d'écouter ce que vivaient nos clients à ce moment-là. On est aussi revenu avec Benjamin sur la question, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on aurait dû être plus agressif en termes commerciaux? Des questions que se sont posées ces équipes aussi quand je les ai écoutées pour ce point d'actualité. Moi, je pense qu'il y avait un temps pour tout. Il y a vraiment un temps de la sidération. On était tous perdus entre nos vies personnelles, ce qu'on montrait à l'extérieur, et au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur et qu'est-ce qu'on vit en interne dans l'organisation. Et tout ça se passait pas au même moment. Nous, quand on avait passé une bonne semaine et on avait monté des choses, et on sentait par exemple parfois que c'était une semaine où il y avait beaucoup d'angoisse dans les médias, la communication, et du coup on pouvait pas communiquer quelque chose de positif là-dessus. Donc voilà, on essayait d'être en harmonie avec ce qui se passait autour. Donc on a essayé de faire au mieux. Les ateliers durables ont aussi créé une vidéo pour expliquer à leurs clients comment se passait un webinaire. Eh bien, c'est très simple. C'est une vidéo où, en fait, on voulait absolument faire la promo de nos webinaires, et à chaque fois, les clients nous demandaient vous pouvez pas m'envoyer un exemple? Sauf qu'il y a rien de pire que de regarder un webinaire pendant une heure qui est pas en live, quoi. C'est vraiment nul. Donc, on s'est dit, on n'a qu'à faire une micro vidéo d'1 minute 30 où Marion présente les webinaires de manière un peu rigolote. Sauf que monter la vidéo quand on est chacun chez soi, c'était hyper compliqué. Mais finalement, on s'y est mis. Il y en a moi, je me suis occupé du script. Céline a aidé Marion sur la technique. Elle a fait le montage. Et Marion, elle, qui était comédienne, elle a fait l'actrice dans sa cuisine, quoi. Donc ça donnait un résultat assez sympa. Et on a mis ça en ligne sur YouTube et on a plus de 300 vues. Et des clients qui, du coup, maintenant, on leur envoie ça pour leur dire regardez, voilà à quoi ressemblent nos webinaires. Et ça leur donne confiance. C'est hyper rigolo. Et puis t'entends au début du truc, t'entends la petite qui crie. Enfin bon, voilà. Quand on a communiqué au client, on dit voilà, on a fait une vidéo confinée dans la cuisine, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble, quoi. On a terminé ce point d'actu avec Benjamin sur son vécu pendant ce confinement. Alors moi, en fait, j'ai mis à profit ces 2 mois pour j'avais commencé une formation sur tout ce qui était gouvernance partagée. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'aller vers toutes ces approches d'intelligence collective dans la façon dont je gère aujourd'hui la structure. Et du coup, je me dis que voilà, c'est un bon boost en fait de voir la situation actuelle où en fait, je vois qu'on est tous sur des vies parallèles en fait, tu vois, et on se perd, on se repère. Enfin, il faut vachement communiquer quoi pour savoir où est-ce qu'on est chacun. Et tous les outils que j'ai vus pendant cette formation là de l'université Lunou, ça me donne de l'espoir sur le fait qu'on peut arriver à des trucs, à ce que chacun puisse exprimer son point de vue de manière libre et qu'on arrive à en faire quelque chose à la fin, à faire bosser tout le monde ensemble. Donc c'est ça mon espoir de l'été qui vient. Voilà, ça c'était le point de vue de Benjamin Combe, le fondateur des ateliers durables. J'ai aussi eu l'opportunité d'échanger avec ses équipes. Et voilà ce que sa responsable communication nous dit pour elle, son vécu pendant ce confinement. C'est vrai que je pense que ça nous aura appris à être assez flexible et à réagir rapidement, quoi. Enfin, je me rappelle de nos premières réunions d'équipe où on s'appelait tous les jours, je crois, au début pendant une semaine. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quelle est la nouveauté, etc. Et on a su, je pense, quand même réagir assez vite à notre échelle. Et au début, c'est vrai, comme vous disiez, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est pas facile de travailler. Moi, pour le coup, j'ai pas d'enfants, donc et je travaille d'habitude de chez moi, donc ça a pas changé grand-chose en soi au niveau du travail. Mais par contre, j'ai l'impression que la charge de travail
justement avait beaucoup augmenté et j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé plus que d'habitude parce qu'il a fallu mettre en place toutes ces nouveautés et en même temps on se dit que c'est aussi le moment de travailler sur des projets de long terme parce que du coup il y a une réduction d'activité, donc c'est le moment de se mettre à fond les ballons sur autre chose, enfin sur des projets plutôt de fond, et du coup après au fur et à mesure ça s'autorégule et je pense qu'on a quand même bien réussi à gérer le tournant en général, quoi. Céline Lemarquand, responsable de la communication des ateliers durables, a donc dû plus travailler et c'est assez emblématique de toutes les fonctions, finalement, communication, qui ont dû, quand ça a été bien fait en tout cas, bien communiquer auprès de leurs clients et de leurs équipes. Et on va écouter Marilène Coury, qui était aussi intervenue dans l'épisode sur les ateliers durables. Voilà un peu ce qu'elle pense, qu'elle a ressenti pendant cette période et aussi les espoirs qu'elle fonde pour la suite. Eh ben oui, alors les clients sont revenus, mais c'est vrai que je pense quand même qu'on aurait pu ou on aurait peut-être dû être plus offensif d'un point de vue commercial, mais c'est vrai que comme on n'avait pas assez de temps réel pour travailler très concrètement, c'était dur en fait d'être vraiment proactif pendant cette période. Enfin en tout cas moi j'ai vécu un peu de façon frustrante parce que j'étais pas hyper disponible pour mes enfants et j'étais pas hyper disponible pour le boulot, mais la période passée, je me suis quand même rendu compte qu'on a été quand même pas mal, quoi. On a été bon. Quand même enfin tu vois, faut quand même se le dire que c'était quand même une période difficile et qu'on s'en est sorti, quoi, et qu'on a quand même eu des clients, que la boîte a continué de tourner, donc il y a quand même une satisfaction. Oui, on a gagné aussi en proximité et c'est vrai que du coup quand on relançait les clients après cette visio, on pouvait leur envoyer le lien du replay et ça les rassurait en fait, ça montrait comment on pouvait faire des webinaires, comment la parole circulait bien et comment on apportait des infos. En tout cas moi il m'a bien servi ce replay. Il faudrait que ça redémarre en septembre-octobre, ça serait bien, parce que moi c'est plus en général, en fait c'est pas tant la boîte, moi je trouve que c'est le monde plus dans sa globalité en fait. C'est si ça va bien, si la crise s'atténue, on ira forcément mieux. Après si c'est l'effondrement, voilà, c'est aussi, je sais pas. On a appris à être, je pense, en réaction et un peu et adaptable, quoi. C'était les ateliers durables qui sont là pour améliorer le bien-être des salariés qui ont fait face à cette épreuve du coronavirus. L'épisode suivant, c'était Shema Bourguiba, qui est la DG et cofondatrice d'Aujourd'hui Demain, un concept store vegan à Paris. Je n'ai pas pu joindre tous les participants, mais déjà, Aujourd'hui Demain a rouvert ses portes le lundi 11 mai, avec quelques changements. Ils ont ouvert 7 jours sur 7, avec un rayon fruits et légumes bio de saison, ça c'était nouveau. Des choses à emporter aussi, des livraisons qui ont pu être mises en place, des commandes de pâtisserie en avance. Et puis l'accès au concept store a été limité à 10 personnes. Il y a eu du gel aussi hydroalcoolique qui est disponible à l'entrée, donc en fait, Shema et son cofondateur et leur équipe se sont remis au travail dès qu'ils ont pu. Il y avait aussi des incertitudes sur le chômage technique et ça s'est bien passé. Finalement, après beaucoup de stress, de codes, d'appels, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc Aujourd'hui Demain a rouvert ses portes en partie et ça avance. Après Aujourd'hui Demain, j'avais pu interviewer Julien Lega, le DG de Cosmos.fr, une agence créative et de transformation digitale à Saint-Étienne. Et voilà ce que Julien nous dit de son actualité. J'ai essayé de veiller à ce que moi et l'équipe, on soit en mouvement perpétuel, en considérant que c'était le bon pari pour que l'entreprise avance. Alors évidemment, on peut pas avancer en étant immobile, mais avance au sens de continue à se développer, continue à vivre. Et je crois que c'était le bon pari. On se l'était dit au moment de l'épisode 1, Cosmos avait l'ADN, les outils, les modèles mentaux pour vivre ça. Mais il n'empêche que notre job d'agence consiste à être dans des relations et comme dans un match de football, il faut 2 équipes pour faire un bon match et donc du coup, on a plutôt assisté, comme je crois tous, au fait que les entreprises ont dû s'organiser. Et donc là, pendant ce laps de temps, on n'était pas seul, mais peu de clients étaient en mesure de travailler et une fois seulement que les entreprises se sont réorganisées, bien alors on a pu commencer à avancer avec elles. Nous sommes presque parvenus au bureau. C'est depuis seulement la semaine dernière, donc après le 11 mai, que finalement pas pour des raisons de business, mais pour des raisons plutôt de bien-être, je dirais ça comme ça. Certains d'entre nous, mais quasiment pas moi, notamment, sommes retournés au bureau. On a pu lancer un projet avec l'ADEME. Dans le même temps, on a quasiment pu ne pas trop subir de chute de CA. Quand on met tout bout à bout, les reports, les clients qui ont joué le jeu, ce qu'on allait chercher par ailleurs comme business malgré la situation, finalement on a quasiment quelque chose de flat par rapport à l'année dernière alors qu'on était plutôt dans une logique de développement, mais du coup la baisse est relative. Et finalement sur le chômage technique, on a vraiment essayé de faire du cas par cas et rétroactivement en fin de mois d'être dans quelque chose le plus fin possible
Et donc, ne pas sursolliciter ce soutien-là en considérant que c'était la responsabilité de chaque dirigeant de jouer le jeu et de pas aggraver une situation globale économique qui était déjà complexe. Donc, on a pris ce parti-là à la fois pour pas arrêter la machine et la laisser en mouvement et à la fois aussi pour jouer le jeu. Donc, en essayant d'être dans une approche la plus vertueuse possible. J'ai aussi demandé à Julien un peu son point de vue sur comment ça s'est passé cette période. D'un point de vue personnel, on avait parlé du vélo, il faisait du vélo chez lui, est-ce qu'il avait pu reprendre ses activités, comment il trouvait un équilibre et qu'est-ce qu'il retenait finalement de cette période sur son activité professionnelle et sa société. Effectivement, il y a les presque 4 heures de vélo en montagne, dans la forêt et sur les petits cols de la moyenne montagne locale me permettent de cogiter. Il s'avère que je parlais de toi hier et tu avais écrit, j'ai lu sur ton Facebook, tu parlais de la pente naturelle des entreprises et tu disais que, et je trouvais ça très très juste, que les boîtes dans cette épreuve, c'est le nom à l'épreuve, avaient adopté ou allaient adopter leur pente naturelle. Donc quand on fait du vélo, il y a une pente qui monte et une pente qui descend tout le temps comme ça. Donc tout ça pour dire que je pense que le vélo et cette phase nous a permis de prendre une pente hyper naturelle pour nous, donc une boîte plutôt full remote avec l'idée d'avoir des hotspots physiques où on a besoin de se réunir, mais finalement comme on le faisait déjà, plus pour vivre au sens normal de vivre que de travailler. Donc ça permet de garder le moral. Sur les peurs, ça serait présomptueux de dire que j'en ai pas, mais du coup, effectivement, par rapport aux espoirs et aux peurs, on a eu la chance aussi, une fois de plus, dans cette logique d'effectuation, d'activer un peu l'écosystème. Et il y a le coach en préparation mentale, Denis Troche, qui était un entraîneur du Paris Saint-Germain dans les années 90, dont on s'est rapproché et qui nous a permis de beaucoup échanger, de nous renvoyer les balles. Et donc, je dirais qu'on a essayé au contraire de s'ancrer dans le présent, d'être en mouvement, de surcommuniquer pour justement essayer d'éviter d'être dans les peurs et de plutôt être dans l'action. Et j'ai bon espoir que ça nous permette de réussir. Après, une fois de plus, il faut qu'on soit 2 pour faire un bon match. Et donc, ça veut aussi dire que on se met vraiment à disposition des boîtes pour qu'elles aussi retrouvent le chemin de l'action. Et donc là, on s'est activé sur ce versant-là aussi pour être un soutien dans les boîtes et qu'elles soient dans l'action et qu'on puisse être dans l'action ensemble. Après Julien Lega, DG de Cosmos.fr, j'avais interviewé Céline Rémy-Visselink, qui est cofondatrice et DG du groupe Verona, avec les salles de sport Néonès et Épisode. Céline est très prise, ses clubs rouvrent, donc le 3 juin à Lyon, Nantes et Rouen, le 4 juin à Marseille, Vieux-Port, et le 22 juin à Paris en Île-de-France. Donc le retour du plaisir dans la vraie vie, avec une priorité sur le confort et la sécurité dans la pratique du sport. Et parce que le sport est fait pour se garder en bonne santé, Néonès a pris des mesures radicales. Voilà, tout ce qui est ménage, désinfection des sols, des équipements, des poignées de porte, des comptoirs, des lavabos, des portes de casier, tout y passe. Désinfectants et gels hydroalcooliques sont disponibles à l'entrée des clubs et il y a un système de réservation qui a été mis en place. Donc en fait, beaucoup d'actions pour mettre en conformité les salles de sport qui rouvrent en ce mois de juin, ce qui est une très bonne nouvelle pour Néonès. Ensuite, pour Fleur Trottmann, qui est DG du Sens de la Ville, une agence d'urbanisme à Paris, une coopérative. J'avais interviewé Lucille Gréco, des membres de la coopérative, qui elle attendait impatiemment de pouvoir reprendre son vélo, retourner au bureau. Pour l'instant, elle n'a pas encore repris en présentiel. Son cadre de travail et son emploi du temps de déconfinement ressemblent beaucoup à celui du confinement. Et la crèche de sa fille n'était toujours pas ouverte quand je l'ai interviewée. De son côté, Flore a mis un peu en place du chômage partiel pour les parents qui devaient garder leurs enfants et qui ne pouvaient pas travailler en même temps, avec des crèches qui ne rouvrent pas forcément, des conjoints qui reprennent. Je la cite, cela devient parfois acrobatique de télétravailler. Une bonne nouvelle en tout cas pour le Sens de la Ville, c'est que les élections municipales, en tout cas le 2e tour dont on attendait la date, a été prise, c'est le 28 juin 2020. L'activité, elle, dans le secteur privé n'a pas vraiment redémarré. Et plus généralement, voilà ce que Flore nous dit de cette période. Le confinement qui se prolonge a son lot de gaffes, mots prononcés sans le micro coupé, de fou rires étouffés, d'exposer dans le désert face à 10 vignettes noires, toutes caméras coupées. Plus le temps passe, plus la situation se normalise, on se fait à tout, et plus la densité de travail augmente, et les collèges ne rouvrent pas. Ce n'est pas évident. C'est vrai qu'elle a de jeunes enfants en âge d'aller au collège. Ensuite, on a terminé notre échange écrit pour ce tour d'actualité sur ses espoirs et ses peurs pour la suite. Et elle en avait 2. D'une part, la peur que ça dure,
que le travail de terrain se réduise à peau de chagrin, et d'autre part un espoir, celui que les modèles coopératifs de lieux et d'organisation gagnent du terrain. On l'espère, et on suivra cela avec elle dans les prochaines saisons. Après Fleur Trotman, j'avais interviewé Xavier Pinon, qui est DG et cofondateur de Selectra, qui aide à réduire les factures d'énergie, de télécom dans plusieurs pays d'Europe. Avec Xavier, on a échangé par écrit aussi sur les quelques nouvelles, sachant qu'il a été dans les derniers épisodes, donc on n'avait pas beaucoup de temps entre cet épisode de clôture et l'épisode d'enregistrement. Et voilà ce qu'il nous dit. Le déconfinement a créé de vrais effets dès le 11 mai, avec une augmentation de notre activité et notamment une reprise des déménagements. Toutefois, nous n'opérons pas à notre rythme habituel pour 2 raisons. La première, notre staffing a diminué sur la période du confinement, des collaborateurs ayant fait le choix de rentrer en France dans leur famille et de quitter nos centres d'appel basés en Espagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais interviewé un de ces salariés qui avait fait la vidéo pour la Facebook Ad qui avait ramené plusieurs centaines de leads et effectivement il avait 22 ans, il vivait en Espagne et lui il y est toujours. En tout cas, côté Xavier, je reprends la lecture. Moins de commerciaux égale moins de ventes. Et la deuxième raison qui fait qu'ils n'opèrent pas à leur rythme habituel, c'est le nombre de déménagements reste à un niveau plus faible qu'avant. Je pense qu'ils souffrent d'une période de congélation où visites et contrats n'ont pas pu avoir lieu et où le nombre de transactions a dû chuter. Donc voilà, une reprise en demi-teinte pour Selectra avec ce déconfinement qui devrait probablement se résorber dans les prochaines semaines. Enfin, dernier épisode, c'était avec Alexandra Dien, qui est DG de Docteur IT, le plus grand réseau de réparation high-tech en France, sur un système de licence de marque. Quand j'avais interviewé Alexandra, on était à 3 jours du déconfinement et elle n'était pas certaine que tous ces magasins puissent rouvrir. Et en fait, ça a été le cas. Elle a pu ouvrir tout son réseau dès le lundi 11 mai. Certaines de ces boutiques ont dû adapter leurs horaires et donc ils ont été communiqués sur leur site avec des nouveaux services finalement après le confinement, 2 nouveaux services. Un service de prise de rendez-vous pour les réparations et un retrait express de matériel réparé, un click and collect dont Alexandra avait parlé dans l'épisode dans lequel j'ai interviewé. Et c'était une idée d'une personne de son réseau. Donc en fait, ce temps de confinement, cette épreuve du coronavirus avait, comme chez Alexandra, comme chez d'autres, permis à des salariés de s'exprimer ou en faisant des publicités ou en proposant des idées de digitalisation qui ont été prises en charge et mises en œuvre. Donc plutôt positif pour l'instant, avec, comme pour Néonès, des mesures d'hygiène renforcées et une attente en fait d'un respect par tout le monde de ces mesures. C'était le point de l'actualité, le tour d'horizon des 8 DG interviewés pendant cette saison 1 du podcast L'épreuve coronavirus. On a commencé au jour 4, on s'est arrêté au jour 58 avec des épisodes spéciaux, un question-réponse, un qui reprenait un peu tout ce qui était vécu par les DG sur ma question « Est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve ?» Et puis un 3e épisode spécial, un kit de résilience pour aider les DG à prendre les bonnes décisions pour survivre à cet hiver difficile que l'on traverse, même s'il a fait très chaud, et préparer la croissance future. Donc pour la suite, il y aura une saison 2 qui commencera en septembre, avec toujours ce prisme de l'épreuve coronavirus, de voir comment elle impacte les DG, comment elle impacte les équipes et comment on innove grâce à cela. Donc rendez-vous en septembre. D'ici là, n'hésitez pas à écouter les épisodes, à m'envoyer des commentaires, à mettre des bonnes notes et à très bientôt. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.